Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Vous êtes, comme à l'habitude, très nombreux, vous êtes formidables. Aujourd'hui, on a 494 inscrits pour une Masterclass qui va être absolument passionnante puisqu'on va parler du futur des organisations, on va parler d'innovation managériale avec un des grands gourous de l'innovation en France, qui est Luc Breton. Bonjour Luc. Bonjour Roland. Grand, je ne sais pas, et grand gourou, je ne sais pas, mais en tout cas très passionné par le sujet, c'est sûr. On est ravis de t'avoir aujourd'hui. Ravis de t'avoir aujourd'hui. Alors, les masterclass de l'excellence commerciale sont sponsorisés par Incentive. Incentive est une plateforme de conduite du changement pour les organisations commerciales pour les aider dans un environnement à équiper les managers avec d'entreprise, des emails et des tableaux de chiffres pour engager les transformations avec leurs équipes. Leurs équipes, elles, ont au quotidien des outils extraordinaires pour se motiver, pour apprendre ou pour partager. On travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays. La plateforme est disponible dans 9 langues, dans des univers aussi différents que la banque, l'assurance, la santé et les technologies. Et on a le plaisir d'avoir notamment comme client Orange, que tu connais bien, Luc, aujourd'hui. Donc Luc, je vais laisser Delphine dresser ton portrait en quelques minutes avant qu'on rentre dans la discussion. Delphine? Oui, bonjour Roland, bonjour Luc. Nous sommes très honorés de vous avoir aujourd'hui pour notre masterclass. Je vais vous présenter rapidement. Vous êtes diplômé de l'École centrale et de l'ESSEC. Depuis 2019, vous êtes le président fondateur de Purpose for Good, une start-up qui ambitionne d'engager les organisations dans la réalisation de leur mission. La même année, vous avez fondé le Next Gen Enterprise Summit, un sommet international qui réunit les plus grands experts mondiaux sur les sujets d'innovation managériale. Parmi les intervenants prestigieux que vous avez réussi à inviter, il y avait Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, Isabelle Cocher qui était CEO d'Engie à l'époque, ou encore Jean-Dominique Senard, le CEO de Renault. Vous avez auparavant supervisé pendant 6 ans l'innovation du groupe Orange en étant executive VP de son technocentre. Vous avez également des engagements dans l'enseignement supérieur puisque vous êtes enseignant-chercheur associé à la chaire d'innovation managériale de l'ESSEC. Vous êtes aussi le président du think tank G9+, qui est le club numérique des alumni des grandes écoles. Et enfin, vous êtes le co-auteur de 2 ouvrages qui sont tous les 2 parus en 2020, L'entreprise à mission et raison d'être et l'entreprise nouvelle génération, qui est un ouvrage qui repose sur une étude que vous avez menée auprès de 250 managers au sein de 200 organisations et à travers 30 pays. Voilà pour ce spectaculaire parcours. Roland, je te laisse entamer les questions. Mais Luc, bienvenue, on est vraiment ravis de t'avoir aujourd'hui. Est-ce que peut-être tu peux nous en dire un peu plus sur Purpose for Good? Le nom est extraordinaire, Purpose for Good, c'est visionnaire, c'est aspirationnel. Est-ce que tu peux nous dire concrètement l'objectif de cette nouvelle aventure entrepreneuriale que tu as lancée? Oui, je pense que la raison d'être de Purpose for Good, elle est marquée dans son nom même. Elle est constitutive de cette société qui a pour objectif d'accélérer la transition vers des gouvernances plus collaboratives, plus partagées, plus efficaces, plus agiles à l'échelle de toute l'organisation et qui ont un impact positif sur la société et l'environnement. Je crois qu'aujourd'hui, la crise du Covid a révélé comme aucun événement aurait pu le faire mieux, même si c'est un événement tragique, a révélé l'impréparation de beaucoup d'organisations à traverser justement ces crises qui, il faut pas croire le contraire, vont se répéter, vont s'accélérer. C'est la force des choses. On est dans un monde d'innovation qui s'accélère, qui se complexifie, où les chocs vont être de plus en plus fréquents. Il va falloir se reconfigurer très rapidement. Et dans le même temps, on voit que les États sont en train de perdre en vitesse et en capacité politique à régler les sujets de société. Les fractures n'ont jamais été aussi grandes, les fractures sociales, les fractures environnementales. Et donc,
le privé, les organismes privés, s'ils ne s'emparent pas de leurs responsabilités sociales, on va au-devant de graves crises sociales. Et donc, je pense, comme Pascal Demurger, qui a écrit un bouquin super qui s'appelle « L'entreprise du XXIe siècle sera politique ou ne sera plus », qu'on n'a pas le choix, si on est entrepreneur aujourd'hui, si on est dirigeant, que d'essayer de réparer la société, l'environnement par son action. On n'est plus comme on pouvait l'être il y a encore quelques dizaines d'années dans un objet d'entreprise qui peut se résoudre ou se résumer à juste sortir un résultat net ou un excédent brut d'exploitation. Ça ne suffit pas, et ça ne suffira pas en tout cas à engager les talents durablement dans une aventure où on passe quand même l'essentiel de sa vie lorsqu'on est actif. Oui. Alors, tu parles de fracture, et effectivement, on observe une fracture de plus en plus visible entre, d'un côté, des grandes organisations qui se sont développées avec un modèle hiérarchique et parfois même quasiment systématiquement avec des modèles matriciels dans lesquels chaque petite cellule de la matrice est finalement enfermée dans des processus, des outils qui sont soit verticaux, soit horizontaux dans la matrice, et ce qui freine ces grandes organisations dans leur volonté d'évoluer, de se transformer. Donc ça, c'est les grandes entreprises d'un côté, et puis les entreprises agiles, les startups qui donnent du sens, qui bougent très vite, qui s'adaptent en temps réel aux évolutions du marché. Comment est-ce que tu perçois cette fracture, et quelles sont certaines pistes qu'on peut imaginer pour combler l'écart entre ces deux types d'organisations? Je crois que la grande caractéristique des entreprises traditionnelles ou legacy, ça a été de se complexifier au fur et à mesure qu'elles grandissaient et de perdre en agilité, de perdre en capacité de réorganisation. Le temps en meeting sur les 20 dernières années, le temps en réunion a été multiplié par 11. Le nombre de KPI sur la même période a été multiplié par 6. On a une multiplication par 36 de la complexité des systèmes économiques traditionnels. C'est invivable, c'est totalement destructeur de sens. Les gens sont dans une matrice, dans des cases dont ils ignorent parfois même l'existence. Ils ne comprennent rien à ce qu'on attend d'eux. Ils ne voient quasiment jamais l'impact de ce qu'ils font dans une journée quand ils rentrent chez eux et qu'ils essayent d'expliquer à leurs enfants ce qui s'est passé dans leur journée. C'est kafkaïen, c'est limite absurde à l'extrême. Et donc, ce que John Kotter, dans son dernier bouquin Accelerate, explique très bien, et je pense que c'est le plus grand marketeur vivant, en tout cas moi qui m'inspire le plus, c'est cette transformation qui ne se fera pas du jour au lendemain, mais qui va se faire progressivement et avec une cohabitation, bien entendu, entre cette pyramide hiérarchique que l'on connaît tous, traditionnelle, et ce réseau d'équipes qui est le nouveau contexte, le nouveau paradigme des organisations. Ce réseau d'équipes, il permet d'exécuter une raison d'être à impact positif, il permet de maintenir les talents dans l'organisation parce qu'il permet à chacun de savoir exactement sa responsabilité, sa marge de manœuvre, sa capacité de créativité, non seulement dans une équipe, mais potentiellement dans plusieurs, en occupant des rôles. Un de mes co-auteurs, Philippe Pinault, est le patron de Hola Spirit. Hola Spirit, c'est une plateforme software as a service qui est leader mondial. Cocorico, c'est un Français, et qui est une scale-up extraordinaire qui permet de décrire son organisation en réseau d'équipes, par rôle et cercle. Les cercles sont les équipes, les rôles sont les rôles, le mot s'explique par lui-même, que je vais pouvoir, dont je vais être responsable au quotidien dans l'organisation. Et je peux avoir plusieurs rôles dans plusieurs équipes. Ça permet de développer les talents et de développer la créativité. Et dans le cadre de ces rôles, je suis responsable vis-à-vis de l'équipe pluridisciplinaire dans laquelle je suis, et je suis totalement libre de faire. Et donc, le terme d'entreprise libérée qui a une connotation terrible et très péjorative et qui a été complètement dévié souvent en imaginant que c'était une bande de babacools qui faisaient ce qu'ils voulaient dans une organisation, est aux antipodes de ce que l'on décrit dans l'entreprise nouvelle génération, qui est une entreprise agile, extrêmement rigoureuse dans ses rythmes, dans ses process, dans sa façon de fonctionner, et très libératrice, certes, mais d'initiative dans le cadre de ces rôles qui sont précisément décrits. On sait exactement qui fait quoi lorsqu'on regarde un organigramme sous ce format de hiérarchie. La hiérarchie persiste d'équipe et non plus de hiérarchie de subordination de personnes sur une plateforme comme Hola Spirit. On le voit immédiatement, on comprend qui fait quoi, et dans ce cadre-là, il y a beaucoup plus de liberté,
d'autonomie et de responsabilité. Donc, ça développe un esprit d'intrapreneuriat extrêmement fort dans les organisations qui sont l'apanage de ces entreprises agiles à l'échelle qui sont beaucoup plus performantes que les autres entreprises et qui sont totalement à rebours de la technocratie, de la bureaucratie rampante des organisations qui, au fur et à mesure, augmentent, qu'elles grandissent, ajoutent des échelons hiérarchiques qui créent des managers de managers qui, au fur et à mesure, se rendent indispensables, mais qui perdent drastiquement en employabilité. Et alors, ce modèle-là que tu décris de rôle et d'autonomie, est-ce qu'il est scalable? Parce qu'on imagine très bien que dans une petite organisation, ça marche, hein, et nous, on le vit à notre échelle chez Incentive, mais on se dit qu'une grosse organisation, finalement, elle est soumise à des contraintes qui sont beaucoup plus importantes. Est-ce que ce modèle en bulle, avec des rôles et des responsabilités d'autonomie, est-ce que c'est scalable? C'est d'autant plus scalable que c'est basé sur un modèle qui est le modèle du vivant, en fait. Dans un corps humain, il est évident que le cœur est en autonomie pour résoudre ces sujets, mais il est en connexion avec le cerveau, les muscles, le réseau sanguin. On voit bien, et c'est pareil dans une forêt ou dans une ville, ces modèles organiques sont capables de se reconfigurer si ils sont attaqués ou s'ils abordent une crise. C'est d'autant plus scalable que ce réseau d'équipes va évoluer de façon infinitésimale au quotidien, je dirais en temps réel. En fait, tous ceux qui sont ou qui ont été dans des entreprises traditionnelles legacy savent qu'il y a un grand jeu qui est la réorganisation. D'ailleurs, c'est devenu le jeu quotidien. C'est-à-dire que souvent, alors dans l'organisation qui est significative, il y a des consultants qui débarquent, qui font un audit, qui disent voilà, les dysfonctionnements sont cela et cela, il faudrait réorganiser de telle manière, donc tout ça prend du temps, il faut concilier les organisations syndicales. On met 18 mois à mettre en œuvre et le jour où on déploie la réorganisation, elle est obsolète puisqu'elle a été conçue il y a 18 mois. Et qu'en 18 mois, il s'est passé une infinité de choses dans le monde dans lequel on vit. Dans les organisations organiques, la réorganisation, c'est tous les jours, tout le temps, en permanence. Et c'est impulsé par les gens qui sont les doueurs, c'est-à-dire les faiseurs, les gens qui, au quotidien, sont confrontés immédiatement, directement au sujet et qui les connaissent mieux que leur hiérarchie, précisément parce que c'est eux qui les gèrent. Et donc, cette capacité avec la prise de décision par consentement qui permet, comme à l'Assemblée nationale ou au Sénat, d'améliorer les propositions avec des sortes d'amendements, si vous préférez, et le fameux principe qu'en anglais on qualifie de safe enough to try, c'est-à-dire que si la proposition qui émane de n'importe qui dans l'organisation et qui est pertinent à faire cette proposition, bien sûr, hein, on ne va pas faire de la proposition sur des sujets qu'on ne connaît pas ou qui sont très exogènes à notre activité, mais si la proposition modulo ces amendements est jugée suffisamment pertinente, elle est mise en œuvre immédiatement. C'est ça le consentement. Et c'est une amélioration significative vis-à-vis du consensus, en tout cas pour un certain nombre de prises de décision. Et ça permet à ces organisations qu'on a interviewées de prendre pour reprendre un verbatim du livre, on a pris plus de décisions en 2h30 qu'avant en 2 mois et demi. Et voilà. Et donc ça change le rythme, ça change le fait que la réorganisation est permanente, elle est infinitésimale, elle est comprise par tous, et tout le monde va dans la même direction dans ces organisations. J'ai une expérience de ces transformations permanentes dont tu parles. Quand j'étais chez Dell, j'étais directeur des ventes, et Michael Dell, tous les 6 mois, impulsait au niveau mondial une réorganisation. Alors, très perturbante pour les équipes commerciales qui changeaient de portefeuille. Je te laisse imaginer les grincements de dents des clients et des attachés de compte, hein. Finalement, l'anecdote que j'avais trouvée pour expliquer et faire passer le message aux équipes était la suivante. On était basé à Montpellier, qui était le centre Europe du Sud de Dell, qui couvre la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce. Et je dis, bah voilà, vous êtes au bord de la mer, et puis vous avez les vagues qui viennent vous lécher les orteils. Et au bout de quelques minutes, quelques heures, vos chevilles commencent à s'enfoncer dans le sable. Et si vous restez immobile, si on reste immobile, et ben quand un tsunami va arriver, on sait que dans les industries des technologies, et notamment chez Dell, il y a des révolutions qui peuvent être techniques ou de marché tous les 5 ans, tous les 10 ans. On ne sait pas très bien quand le tsunami va arriver, mais on sait qu'il va arriver. Et ben, ce que Michael Dell fait, c'est qu'il nous donne un petit coup de coude dans le dos
et il nous force à trottiner au bord de la plage pour que nos chevilles s'enfoncent pas dans le sable, pour que le jour venu, on soit suffisamment agile et suffisamment entraîné pour pouvoir grimper au cocotier et survivre en tant qu'organisation. Donc, il avait déjà l'intuition, il y a de cela déjà plusieurs années, hein, de cette nécessité de l'organisation à rester agile, avec là un mode qui était assez top-down, hein, qui était je réorganise tous les 6 mois pour forcer les gens à réinventer leur métier, qui était finalement les prémices du modèle que tu décris aujourd'hui. C'est Jack Welch aussi chez General Electric qui disait moi je suis favorable à la réorganisation pour la réorganisation parce que c'était un mode de fonctionnement. Alors bon, c'est toujours dans le mode top-down. Celui que je décris est beaucoup plus collaboratif et transverse et utilise l'intelligence ou stimule l'intelligence collective. Mais on est effectivement dans ce mode d'essai-erreur du monde agile, hein, qui permet de s'adapter beaucoup plus rapidement à l'évolution de l'économie de l'innovation dans laquelle nous nous trouvons. Alors, si on se place maintenant du côté du collaborateur, je crois que tu as interviewé dans ta grande enquête, là, l'entreprise de nouvelle génération, tu as interviewé beaucoup de cultures différentes, d'entreprises à travers le monde, plus de 200 entreprises, 250 managers, 30 pays. Finalement, quels sont les besoins fondamentaux d'un collaborateur dans ce nouveau système qui peut être très anxiogène pour les équipes? Alors ça c'est une question intéressante, je trouve, hein, qui est souvent négligée parce que les gens regardent la méthode, puisque en fait les rois du marketing, qui sont les Américains, ont souvent vendu des méthodes en 5 points, en 10 points, en 15 points pour réussir. Bon, en fait, si on s'intéresse aux besoins psychologiques fondamentaux des collaborateurs, il y en a 3 essentiellement, hein, si je résume. C'est le besoin d'inclusion, le besoin de développement personnel et le besoin d'autonomie. Alors, qu'est-ce que c'est l'inclusion? C'est le fait de sentir qu'on fait vraiment partie d'une équipe, qu'on est reconnu, que son avis compte, est pris en compte. Et donc ça, c'est tout à fait, ça match tout à fait avec ce nouveau type de gouvernance moderne qui vient du monde agile en fait. Hein. C'est une de mes thèses. L'autonomie, c'est pas dans le sens je fais ce que je veux, hein, comme je l'ai un peu caricaturé précédemment dans mon propos, mais c'est sur le principe que je peux prendre toutes les initiatives qui me paraissent bonnes pour contribuer à la réalisation des objectifs de l'équipe. Voilà, c'est ce safe enough to try également que j'ai décrit. Et puis le développement personnel, hein, c'est vraiment ce qui permet de sentir que au travers du travail que j'accomplis, je peux me développer, non pas simplement comme un facteur de production, mais bien en tant que personne. Voilà. Et si ces 3 besoins psychologiques fondamentaux qu'on partage tous, hein, tous les êtres humains, sont satisfaits, le contexte il est clairement favorable à ce que les gens trouvent du plaisir, du sens au travail et que l'organisation elle fonctionne mieux. Voilà. Et alors, tu mentionnes pas la mission aspirationnelle, tu vois, contribuer au bien commun, à la planète, dans ses besoins fondamentaux? Oui, on a commencé par ça, ce webinaire, cette discussion. Le purpose, la raison d'être, la mission, elle est selon moi, et c'est aussi une de mes thèses, elle est consubstantielle, structurelle au fait d'être organisée en agilité et d'avoir de l'impact. Et le ciment de ça, ce sont les valeurs qui sont vécues et qui sont pas des posters dans les salles de réunion. Et donc, pour avoir de l'impact, il faut une raison d'être forte, fédératrice, fidélisante et qui va se nourrir d'une agilité qui est nécessaire pour exprimer l'intelligence collective et réciproquement. Et donc, je pense que durablement, les entreprises legacy ou traditionnelles ne pourront pas avoir l'impact qu'elles prétendent afficher dans leur communication, impact social ou impact environnemental, parce que juste elles n'y arriveront plus, elles n'attireront plus personne. Moi, j'ai vu quantité de DRH de grands groupes du CAC 40, mais aussi les équivalents aux Pays-Bas, en Allemagne, aux États-Unis, un peu partout sur la planète, qui me disaient que leur graduate programme n'attirait plus personne parce que juste leurs modes de fonctionnement sont totalement désuets et l'employabilité que l'on capitalise en rentrant dans ces organisations est négative en fait. Donc on perd en attrait sur le marché.
en dehors du fait qu'on s'aperçoit très vite que comme l'organisation est mal est organisée sur des schémas du passé, la capacité d'impact individuel est très faible en réalité lorsqu'elle est compréhensible, ce qui est déjà un premier pas et qui n'est pas toujours là. Donc voilà, effectivement, je pense que ta question, Roland, est très importante. Je pense qu'il y a un lien consubstantiel très fort qui va s'accentuer dans les mois et les années qui viennent entre la raison d'être d'une organisation qui va très au-delà du cercle primaire des salariés de l'organisation. Aujourd'hui, on a des organisations beaucoup plus hybrides et de plus en plus hybrides par rapport au passé. Et donc cette agilité que j'ai décrit abondamment avec cette hiérarchie d'équipe versus cette hiérarchie de subordination et un rapport qui passe de parent à enfant à un rapport de parent à parent et donc de père en entreprise, c'est excessivement important. L'équité en entreprise, les relations de père à père et non pas de subordonnés à supérieure hiérarchie qui sont honnêtement intenable aujourd'hui dans le monde de l'Internet où tout finit par se savoir. Oui, ce qui permet aussi d'accélérer la diffusion de l'expertise horizontalement. Parce qu'aujourd'hui, l'expertise, elle est énormément sur le terrain. Il n'y a plus le sachant, le manager sachant qui retient l'information. Comme tu dis, l'information, elle est transparente. Et donc, l'expertise, elle a besoin de diffuser le plus rapidement sur le terrain. Donc, oui, tu nous as fait le diagnostic. Collaborateurs, si je peux me permettre, les compétences des collaborateurs sont pas résumées à la fiche de poste du collaborateur. Ça, la fiche de poste, c'est aussi un stigmate d'entreprise legacy. C'est que finalement, on développe, nous, des compétences dans le milieu associatif. Les Français sont champions du monde de l'investissement associatif. C'est peut-être d'ailleurs une des raisons liées au fait qu'ils s'ennuient copieusement au travail pour beaucoup d'entre eux. Donc, ils développent leur talent ailleurs. Et s'ils ont une entreprise qui est capable d'observer ça et d'utiliser leur talent dans différentes équipes, comme je l'ai dit précédemment, les gens vont s'épanouir différemment. Oui. Oui. Alors, tu nous as fait le diagnostic de l'entreprise ancienne génération. Tu nous as montré où est-ce qu'on allait demain. Comment on passe de l'un à l'autre et quels sont les facteurs de succès pour conduire le changement de façon efficace? Voilà, en tout cas, j'ai décrit des piliers de ce qui me semble l'entreprise nouvelle génération. Après, il n'y a pas une entreprise nouvelle génération, c'est tout en nuances, c'est pas blanc ou noir, la vie n'est pas comme ça. Et il y a autant de façons d'appliquer ces méthodes qui sont basées sur ces principes qui, eux, par contre, se retrouvent quasiment, et sont les chapitres du livre, en fait, se retrouvent dans tous les entretiens qu'on a réalisés. Il y a autant de méthodes que d'organisations pour y aller, mais toutes se basent sur des fondamentaux, un corpus de valeurs et de principes fondamentaux qui sont communs. Et pour répondre, donc qui sont, je le rappelle, une raison d'être extrêmement forte, des valeurs vécues, de l'autonomie, de la responsabilité, de la transparence et de la confiance, le management par la confiance, qui n'est pas aveugle, mais qui est quelque chose qui permet de libérer la créativité, l'énergie et l'entrepreneuriat au sein des organisations. Alors, comment on y va? Je pense que c'est une excellente question. Je pense que c'est difficile d'y aller seul, sauf sur des toutes petites structures, mais dès que la structure est significative, je pense pour ma part qu'il faut se faire coacher, qu'il faut se faire accompagner. Moi, je l'avais fait chez Orange avec des coachs que j'étais allé chercher à l'extérieur du groupe. Et puis ensuite, on avait formé nos propres coachs au sein d'Orange. Et puis, je sais que ça s'est fait, moi je l'ai fait à l'innovation, ça s'est fait au niveau commercial, au niveau d'Orange Business Service également. De la même manière, c'est assez vertueux. Puis après, on peut s'échanger nos coachs. Donc, je pense que c'est important de se faire aider. Ensuite, je pense que les sociétés de conseil, au-delà du coaching opérationnel, les sociétés de conseil qui peuvent aider à cette transformation sur la culture, puisque vous avez compris que c'était un enjeu d'abord de mindset, parce que pour exécuter ça, il faut déjà être convaincu, donc il faut avoir changé dans sa tête, et que chaque dirigeant ait fait son chemin dans sa tête. Tant que ça n'est pas fait, tout le reste est très compliqué et très difficile. Ou alors protéger les gens qui sont capables de le faire à votre place dans l'organisation, parce que vous n'êtes pas prêt à le faire, et donc protéger les managers ou les dirigeants qui sont capables de le faire chez vous. Et on peut s'appuyer pour ça sur des consultants qui sont pas les consultants qui ont aujourd'hui pignon sur rue. Les grandes maisons de conseil traditionnelles ne savent pas faire ça, puisque finalement elles sont elles aussi legacy, puisqu'elles conseillent des entreprises qui leur ressemblent. Et donc j'ai lors de mon tour du monde répertorié partout dans le monde des sociétés de conseil très spécialisées là-dessus, qui sont en général plutôt moyennes ou petites,
et qui sont constitués de gens qui, comme moi, alors c'est pas mon cas, moi je fais pas ce métier-là, mais qui sont comme moi, qui ont expérimenté des choses concrètement sur le temps long, qui ont pris des baffes, qui se sont trompés, qui ont fait plein d'erreurs, qui ont beaucoup appris de ça, qui ont aussi eu des victoires et qui ont vu que ce chemin était one-way ticket, hein, c'est-à-dire que quand vous engagez vos collaborateurs sur l'autonomie, la responsabilité en général, ils veulent plus jamais revenir en arrière. C'est une aspiration humaine fondamentale que de pouvoir utiliser son cerveau à plus de 30% dans la journée, mais plutôt à 70-80%. Et donc c'est one way ticket. Et pour faire ça, il faut se faire accompagner par des gens qui ont eu cette expérience. Et ces gens-là sont généralement pas dans les big five ou dans les grandes boîtes de conseil. Elles y sont clairement pas. D'ailleurs, ces sociétés-là sont assez angoissées sur le fait que elles voient bien qu'elles ont besoin d'apprendre ces méthodes-là, mais elles en sont loin. Et donc, il y a tout un réseau de sociétés de conseil de haut niveau qui sont constituées de gens qui ont beaucoup d'expérience et qui ont expérimenté par eux-mêmes, qui peut aider à le faire si nécessaire. Je peux vous recommander des gens partout sur la planète. Et j'ai aucun intérêt personnel là-dedans, puisqu'encore une fois, ça n'est pas mon métier. Moi, je suis plutôt en réaction à des COMEX, à des comités de direction qui se posent des questions et qui veulent avoir un miroir sur ce qui se passe dans le monde et des histoires de managers. Moi, ce qui me passionnait quand j'étais manager, c'était les expériences de mes pairs. Voilà. Donc, c'est ça que je peux retransmettre à des boards, à des comités de direction. Et justement, à travers tes pérégrinations récentes pour écrire ce bouquin, quelles sont les expériences managériales que tu as découvertes, qui t'ont marqué, qui t'ont bluffé dans les différents pays, avec peut-être des éclairages de différences culturelles que tu aurais observées? Les différences culturelles sont très fortes. En Europe, on a 4 pays qui se détachent nettement, qui sont le premier, c'est les Pays-Bas, qui est très en avance, quasiment, je dirais, la totalité de l'équivalent du CAC 40 aux Pays-Bas est en expérimentation, soit petite, soit très large, de ces gouvernances collaboratives. Pas oublier que les Pays-Bas, c'est le berceau de la sociocratie dans les années à partir de 1940 et jusqu'aux années 1970 avec un développement de la sociocratie et des prises de décision par consensus puis par consentement. Ensuite, le deuxième pays très fort, c'est l'Allemagne, qui va probablement passer, je pense, devant les Pays-Bas dans pas longtemps sur cette application. C'est aussi la première économie d'Europe, donc c'est intéressant quand le moteur de l'Europe se met à adopter massivement des profils de gouvernance participatif. C'est très en adhérence avec le profil capitaliste rhénan, avec un capitalisme patrimonial plutôt basé sur des investissements locaux qui engagent des stakeholders, des parties prenantes locales avec un enracinement et un attachement et du sens très très fort dans l'action. J'ai pas le temps de développer, mais on pourrait faire une émission rien que là-dessus. Et puis ensuite la Suisse. La Suisse qui est bien connue dans sa dynamique aussi politique pour être beaucoup plus consensuelle et sonder régulièrement ses administrés, mais qui du point de vue économique est très en avance également. Puis la Belgique. Voilà, ce sont les 4 pays en avance. Après, on a le Danemark, la Finlande, la Suède qui sont aussi en pointe. Bon, la France est en retard pour des raisons de tradition et de culture jacobine. En fait, on est resté sur la modernité de l'époque de Descartes et de Napoléon. Enfin, Descartes et Napoléon sont des gens formidables et ils étaient d'une extrême modernité à leur époque, mais aujourd'hui, on peut rêver de mieux. Il faut aspirer à mieux. Et la gestion du Covid actuellement nous montre à quel point notre organisation jacobine est totalement dépassée et mal adaptée à gérer la complexité et l'accélération. Après, si on va au-delà de l'Europe, la Russie a une dynamique forte. Le Japon, ça peut paraître contre-intuitif, a une dynamique aussi. Le Canada, le Brésil, les États-Unis, je dirais, en proportion de leur économie, est pas complètement en tête, même si là-bas il y a des théories fortes qui ont émergé, qui ont été super bien marketées, qui permettent d'émanciper ce genre de gouvernance à l'échelle planétaire. Il y a 40 pays, hein, je vais m'arrêter là, j'ai cité les principaux acteurs, quoi. Est-ce que tu aurais une anecdote ou une illustration, soit une anecdote de management un peu croustillante, un peu originale, qui illustre ta réflexion, soit peut-être un exemple
d'innovation managériale que tu as découverte pendant l'écriture de ce bouquin? J'en ai plein et le bouquin, c'est 400 pages de ça, en fait. Il n'y a que ça dans le livre. Donc, vous pouvez ouvrir le livre à n'importe quelle page, vous allez tomber dessus. Ce qui m'impressionne globalement, si je veux donner une tendance et puis quelque chose qui m'a vraiment bouleversé personnellement, c'est la grande humilité et la grande capacité de lâcher prise des dirigeants qui se sont engagés dans ces modèles. Je prends par exemple Martin de Heer, qui est le dirigeant de Mental Better, qui s'est renommé Healthcare Group aux Pays-Bas, qui est un groupe de psychologues et de psychiatres à l'échelle de tous les Pays-Bas. C'est devenu une très grande organisation. D'ailleurs, j'ai lu que Apax avait pris pied dans cette organisation au niveau capitalistique, qui a rendu son pouvoir en se concentrant sur, comme finalement les rôles régaliens d'un État, sur ce qui était du registre de la vision, du registre du leadership, du futur du business et de l'organisation de ce réseau, et qui a totalement lâché prise et qui a aujourd'hui une organisation extrêmement engagée, extrêmement efficace. Je peux prendre également l'exemple de Toshka, une banque russe qui a réinventé la banque, qui a 100% en modèle agile avec plusieurs milliers de collaborateurs qui fonctionnent en réseau d'équipe. Et lorsque vous interrogez n'importe quel des collaborateurs de cette organisation, ils vous racontent tous une histoire cohérente et qu'ils vivent, et ça n'est pas quelque chose qu'on leur a dit d'expliquer, parce que ils n'imaginent même pas qu'on puisse leur expliquer de raconter une histoire. Et donc ce qu'ils vivent est vraiment d'une modernité incroyable dans leur façon de prendre des initiatives, des responsabilités et de participer à la transformation de l'organisation au quotidien et de l'amélioration et de la prise d'initiative. Voilà, je peux citer Use au Brésil, une assurance. En France, il y a des expérimentations un peu partout. Les deux groupes que je citerai spontanément, je vais en citer trois. Allez, c'est Octo Technologies, un cabinet qui a été racheté par Accenture, qui s'est bien gardé d'ailleurs de le perturber, comme Zappos d'ailleurs, qui avait été racheté par Amazon, qui est resté dans ses modes de gouvernance, parce que c'est un laboratoire, je pense, pour tout Amazon, qui est pas encore dans ce type de gouvernance nouvelle génération, même s'ils ont beaucoup de qualités par ailleurs, et beaucoup de défauts aussi, on pourrait en parler. Donc Octo Technologies, sur le conseil technologique, qui a été racheté par Accenture, mais qui est en gouvernance à l'échelle. Ils sont plus sur le modèle sociocratique pour ce qui les concerne. Je citerai aussi Michelin, qui est un groupe traditionnel qui a une dynamique d'innovation managériale extrêmement vive et extrêmement concrète. Et puis Decathlon sur ces entrepôts logistiques, qui aussi est en train de déployer à l'échelle ce type de gouvernance avec un certain succès, beaucoup d'humilité. Encore une fois, je pense que tous ceux qui expliquent que c'est simple et que ces garanties sur facture sont des menteurs se trompent totalement. On démoule pas une méthode, c'est compliqué, ça demande de l'itération, ça demande de la conviction. C'est pour ça que le changement culturel est un préalable et la conviction intime des dirigeants est un préalable à l'action dans sa transformation. Sinon, on va dans le mur à grande vitesse. Écoute, merci beaucoup Luc de nous faire rêver comme ça. On arrive à la fin de cette première partie, des 30 minutes. On essaye d'être rigoureux sur le timing. Je voudrais juste partager quelques idées bonus. Quelques idées bonus. Alors bien sûr, les idées bonus, il y a l'entreprise nouvelle génération que tu as publié aux éditions Erol avec Philippe Pinault et Olivier Tranois, avec une préface de Jean-Dominique Sénard. Un deuxième ouvrage que tu as également sorti en 2020, Entreprise à mission et raison d'être, avec vraiment tout le parcours de l'émergence de la notion de raison d'être à la mise en œuvre de nouveaux statuts très pragmatiques, avec l'histoire de la CAMIF, notamment de la MAIF, pardon, sur toute leur démarche de la CAMIF, de la CAMIF, il y a la MAIF et la CAMIF, avec toute leur démarche pour créer leur nouveau statut à mission. Ton podcast, dont j'ai mis l'adresse,
et puis également l'histoire du management. Hein, c'est un livre qui a été plutôt orienté pour les étudiants, mais que je trouve assez bien fait, qui a été édité en 2014 aux éditions Nathan. Voilà. Un grand merci, Luc, pour ceux qui doivent y aller. Si tu as encore 10-15 minutes, Luc, avec nous, on sera ravis de prendre quelques questions. Vous avez sur la droite de votre écran la possibilité de directement poser vos questions à Luc. Alors, une première question. Comment réconcilier le collaborateur et le citoyen? C'est au cœur même de cette dynamique d'innovation managériale que de réconcilier au-delà du citoyen et du collaborateur aussi le consommateur. Parce qu'en fait, ce sont les trois personas qui nous habitent. Nous sommes tous citoyens, nous sommes tous au travail, en tout cas pour les actifs, hein, où l'avons été, et puis nous sommes tous consommateurs. Et donc la schizophrénie que l'on connaît actuellement lors de ces démarches citoyennes ou d'achat, par rapport à ce que l'on vit dans le monde de l'entreprise, idéalement, elle devrait pouvoir se résorber s'il y a une cohérence entre le rôle de l'entreprise, de l'organisation dans la cité, et puis ce qu'elle produit, c'est-à-dire des produits ou des services qui sont bons pour les consommateurs et bons pour la planète, c'est-à-dire qui sont plutôt qui sont plutôt positifs. Et donc si on arrive à faire ça de la même manière qu'on va réconcilier la vieille opposition digne de Don Camillo entre le patronat et les syndicats, de la même manière on va réconcilier la personne que je suis au quotidien dans mes trois situations, lorsque je suis un acteur de la cité et que je vote, lorsque je suis un travailleur, un collaborateur dans une organisation, et lorsque je suis en situation de consommer et donc de choisir, puisque chaque achat, chaque choix de consommation est un vote, ne l'oubliez pas. Lorsque vous utilisez par exemple WhatsApp, vous acceptez que vos données soient utilisées de façon extensive à des fins de publicité, de targeting, de tout ce que vous voulez. Bon, c'est assez inacceptable, c'est un jugement personnel, chacun en pense ce qu'il veut. Mais enfin, si on a des alternatives, c'est quand même intéressant. Et de la même manière, lorsque moi je choisis, si j'ai la chance de pouvoir choisir l'entreprise dans laquelle je travaille, ou en tout cas le projet auquel je veux m'associer, c'est intéressant de savoir très précisément quelle est la raison d'être de ce projet, quel est son objectif, quel est son output, qu'est-ce qui sort de ça. Est-ce que c'est positif? Est-ce qu'on tue des gens? Est-ce qu'on emploie des enfants dans les pays du tiers-monde? Est-ce qu'on envoie de l'amiante dans du hardware ou des objets à l'autre bout de la planète? Bon voilà, c'est des choses extrêmement importantes. Et aujourd'hui, avec Internet, tout finit toujours par se savoir. Donc ce qui n'est pas explicité finit par se savoir, et donc il faut jouer avec la totale transparence. Sinon on le paye à ses dépens. Merci. J'ai une autre question. La recherche du consensus de Rémi, la recherche du consensus n'est-elle pas auto-bloquante? C'est une bonne question. Ben oui, c'est une bonne question, et la réponse est dans la question. Et oui, c'est auto-bloquant. C'est pour ça que le consensus a été largement adopté par beaucoup d'organisations dans les modes de décision, parce que le consensus a ce qui est l'avantage le consentement, pardon, a ce qui est l'avantage majeur du consensus, c'est-à-dire d'engager un maximum de personnes dans la prise de décision. Tout en restant ultra rapide. C'est-à-dire que le consentement, c'est je consulte. Je consulte en tout cas les gens qui sont pertinents par rapport à la proposition qui était émise, et puis ensuite j'amende ou j'améliore la proposition initiale en fonction des objections qui sont faites à cette proposition. Et une fois que la proposition n'a plus d'objection majeure, qu'elle est donc safe enough to try, c'est-à-dire suffisamment bonne pour être mise en œuvre, ou en tout cas testée, on y va. Donc le consentement, ça embarque comme le consensus, et ça va vite comme la décision autocratique. Donc c'est le meilleur de ces deux mondes-là. Après, moi, je suis convaincu, alors j'ai
J'ai expliqué ça dans un article que vous trouvez facilement en tapant mon nom dans Google et Harvard Business Review ou dans n'importe quel moteur de recherche. L'article s'appelle « Décider, comment décider ». Et j'explique qu'il y a plein de modes de prise de décision, des decision making process, et que certainement que évidemment il n'y a pas que un mode qui est intéressant et adapté, et on peut changer de mode de prise de décision en fonction du contexte et de la nécessité. Par exemple, en temps de crise, on va probablement peut-être vouloir changer et aller sur un mode de prise de décision un petit peu plus autocratique, avec peut-être un comité de crise, ou dans certains contextes où la décision nécessite d'être beaucoup plus travaillée et instruite parce qu'elle nécessite une vision d'expert, on va mandater des personnes qui vont instruire le dossier au fond, ce qui nécessite énormément de temps. Et c'est pas en étant démocratique qu'on prendra dans ce contexte-là la bonne décision, parce qu'il faudrait rentrer au fond du sujet et que tout le monde n'a pas le temps de rentrer au fond du sujet. Donc on va missionner des experts, ou en tout cas des gens qui vont être amenés à devenir experts du sujet en l'instruisant, et qui vont ensuite exposer les avantages, les inconvénients, faire un SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace de la prise de décision, et qui ensuite vont permettre peut-être à un collège ou à cette fois-ci un nombre plus large de personnes de décider. Voilà, donc je pense qu'il y a effectivement, le consentement est aujourd'hui très porté par ces nouvelles formes de gouvernance que je décris dans l'entreprise nouvelle génération, ces gouvernances collaboratives, gouvernance partagée, beaucoup plus que le consensus qui est trop lent, trop mou et qui finit par enliser tout le monde. On le voit d'ailleurs au niveau européen, où on doit avoir le consensus de tellement de personnes que quand l'Europe n'arrive à décider de rien, elle n'avance pas. Donc le consentement serait une percée inouïe pour les institutions européennes, par exemple, et puis changer de mode de décision si les circonstances de crise, par exemple, le nécessitent. Alors j'ai une autre question. Les équipes ne sont pas toujours suffisamment formées pour être autonomes. Là, on est peut-être dans la conduite du changement, comment passer de l'un à l'autre. Et c'est vrai qu'on a souvent des équipes qui, historiquement, à qui on n'a jamais demandé de prendre des décisions et qui, tout d'un coup, on va les lancer dans ce grand vide. Voilà, je fais pas de comparaison, mais je prends juste une image qui permet de bien comprendre le sujet. C'est que vous mettez un oiseau dans une cage pendant toute sa vie. Au bout de 10 ans, vous ouvrez la cage, l'oiseau sort pas parce qu'en fait, sa maison, son univers, c'est la cage. Et donc, évidemment, du jour au lendemain, passer d'un contexte où j'exécute ce que mon manager me dit à un contexte où le manager va me demander de venir avec le problème et la proposition ou les propositions de solution, c'est quand même, ça peut être violent dans certains cas. Donc, effectivement, ça nécessite aussi que l'éducation et les grands instituts de formation se réforment de ce point de vue-là et favorisent nettement la créativité, l'entrepreneuriat, qui sont l'apanage des entreprises nouvelle génération, des entreprises les plus innovantes du monde. Donc, en gros, être plutôt sur le mode d'Elon Musk plutôt que d'autres modes de fonctionnement, en tout cas de mindset. Et puis après, pour les entreprises déjà existantes, legacy depuis longtemps, traditionnelles, c'est se faire accompagner. Se faire coacher, se faire accompagner, et l'investissement, il doit être significatif. Donc là, il ne faut pas lésiner sur l'accompagnement. Ça va coûter de l'argent, mais vous investissez dans les gens. En fait, vous investissez dans votre capital humain. Donc c'est un investissement qui est de toute façon ultra rentable et qui va épanouir les personnes, qui vont prendre confiance, qui vont se rendre compte qu'elles sont capables de se mettre dans un contexte qui va leur permettre de s'exprimer beaucoup plus. Et de toute façon, je parlais de l'image de l'oiseau, mais qui est quand même très limite, parce que tout un chacun a appris à être autonome et être dirigeant pour lui-même. Chacun a un lieu où il vit, il paye un loyer, il fait ses courses, il a une voiture, il a des enfants, il a des relations personnelles, il est engagé dans des associations. Donc, de toute façon, les responsabilités, tout le monde en a. Tout le monde est autonome sur au moins un périmètre personnel depuis toujours, depuis qu'il a quitté ses parents. Et donc, la seule chose, c'est que on aimerait être en entreprise avec autant de liberté et de capacité de se réaliser que dans sa vie personnelle, et donc d'être beaucoup plus naturel. D'ailleurs, la disparition de la cravate et puis de tout ce qui sont les codes de l'entreprise qui sont totalement fake. Moi, j'ai rien contre la cravate, je trouve ça très beau. D'ailleurs, par ailleurs, enfin plutôt sympathique. Je critique pas le vêtement en tant que tel, mais ce sont juste
ces espèces de masques que l'on met pour aller au travail qui n'ont pas de sens. Les gens ont besoin d'être eux-mêmes, de s'exprimer, d'être détendus, et c'est comme ça qu'ils sont les meilleurs en réalité. Et c'est pas parce qu'ils sont détendus qu'ils sont pas challengés, qu'ils sont pas, qui se remettent pas en question. Au contraire, le fait d'être redevable vis-à-vis de ses pairs est beaucoup plus engageant et beaucoup plus stimulant que d'être redevable d'un seul manager qui évalue tout ce que je fais. Si on est évalué par le collectif, c'est beaucoup plus responsabilisant et engageant. Alors j'ai Elodie qui nous demande « Bonjour, est-ce faisable pour tous les secteurs d'activité ?» Absolument. Dans le livre, on a, et puis au-delà du livre, j'ai répertorié, alors avant la pandémie, j'avais répertorié plus de 10 000 organisations qui avaient les critères majeurs d'entreprise nouvelle génération. Je pense qu'on est aujourd'hui à largement plus, peut-être 20 000. C'est mon avis personnel est que c'est une exponentielle qu'on est en train de voir se lever, une lame de fond, groundswell, hein, comme les anglo-saxons le disent, qui s'applique absolument dans tous les secteurs, quelle que soit la taille de l'organisation, quelle que soit la nationalité. Hein. 40 pays, je considère que c'est l'équivalent du monde entier. Oui, il y a pas de spécificité à des sociétés de services ou à des sociétés où on n'a que des bacs plus 5 et au-delà, ou des graduates. Non, pas du tout. Ça peut s'appliquer à une chaîne de montage, à une société industrielle, à une société de services, à une banque, à une assurance, à la santé, l'automobile, l'agriculture, j'ai vu ça dans absolument tous les secteurs. J'ai François qui pose une question parallèle. Ces concepts dans l'administration, point d'interrogation ? Oui, excellente remarque, excellente question, absolument. Et d'ailleurs, je pense que l'administration devrait s'emparer de ces principes avant même les autres. D'ailleurs, quand la participation de Bruno Le Maire, d'Olivia Grégoire, de Muriel Pénicaud à The Next Gen Enterprise Summit montre que ils ont tout à fait compris ces enjeux-là. Les politiques, en tout cas, de notre gouvernement actuel, mais ce sera un autre gouvernement. Je pense qu'on retrouverait aussi des acteurs qui sont conscients de ça. Aujourd'hui, c'est pas tellement un problème de ne pas avoir compris ce qui arrivait, c'est un problème d'exécution et c'est un problème de mise en œuvre. Et par exemple, aux Pays-Bas, vous avez Jos de Blok, le patron de Buurtzorg, qui est une organisation qui s'occupe d'infirmiers et d'infirmières sur tout le territoire des Pays-Bas, en proximité des personnes âgées et des malades avec des déficiences chroniques, qui apporte des soins à domicile, qui est organisé totalement en management, en distribution de l'autorité et en gouvernance collaborative, qui est aujourd'hui, Jos de Blok, qui intervenait aussi au Next Gen Enterprise Summit en novembre, conseille le gouvernement néerlandais sur la réforme de l'État. Je pense que les gisements de productivité et de baisse de la dépense publique, en adoptant ce type de méthode et de réengagement des collaborateurs, parce qu'il y a un désengagement phénoménal dans l'administration que tout le monde connaît. C'est pas une critique, c'est un constat. Et donc, il y a des gisements colossaux à aller chercher tout de suite en adoptant ce type de gouvernance. Encore une fois, progressivement, c'est quelque chose qu'il faut enclencher dans la durée. Mais oui, c'est parfaitement adapté, particulièrement adapté aux institutions publiques et au gouvernement. Toujours aux Pays-Bas, Jos de Blok donc conseille l'État néerlandais, mais aussi les gouvernements locaux. Par exemple, la ville d'Amsterdam est en train d'utiliser ces méthodes. Je ne peux pas discloser les noms encore parce que j'ai pas le droit, parce que j'ai pas demandé l'autorisation, mais il y a un certain nombre de villes françaises majeures qui sont en train de regarder ça aussi pour leur majorité municipale et l'organisation municipale à s'organiser selon ces modes-là. C'est tout à fait adapté et je dirais c'est évident, entre guillemets, culturellement, pour des organisations au service de la collectivité et du public. Très bien, mais Luc, sur ces messages d'optimisme, il me reste à te remercier chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Est-ce qu'il y a dans tes agendas, est-ce qu'il y a des articles ou des podcasts ou des événements auxquels on peut inviter nos auditeurs à s'inscrire ou à suivre? Oui, c'est très simple. Vous avez une page LinkedIn qui s'appelle The Next Gen Enterprise. The
The Next Gen Enterprise, et vous trouvez tous les rendez-vous visio, articles et autres qui émanent de cette communauté à laquelle j'ai la chance de contribuer. Eh bien, écoute, Merci, un grand Delphine, merci. Et merci Roland. Un grand merci Luc. À très bientôt. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous recevrons le directeur général d'Interfimo, une filiale de Groupama, le directeur général donc Olivier Mercier, qui nous parlera de la transformation de son organisation. Un grand merci à tous pour votre fidélité et je vous souhaite une bonne journée et une bonne santé. Au revoir Luc, Merci. à bientôt. Au revoir.